Salut Fabien, comment tu vas? Ça va très bien, Tom, et toi? Yes, 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 yes. On fait une petite réédition du tout premier épisode que j'avais pu faire il y a quelques années. Ouais. Et je suis content de pouvoir faire ça avec toi. Bah, moi aussi, ça fait combien de temps déjà? Le podcast, tu veux dire? Ouais, qu'on a fait le premier épisode. Je pense 1 an et demi, non? Sûrement, hein, je crois. Quand j'ai arrêté, ça fait déjà 2 ans que j'ai pris la décision, donc ça va être ça, ouais. On avait fait justement un petit feedback de tout ce parcours entrepreneurial. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'y aller même plus en profondeur, d'apprendre à connaître qui est le Fabien, comment il a fait pour en arriver là, et ce que tu fais aujourd'hui du coup. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Je suis là T'es pour répondre prêt? à toutes tes questions. Ouais, Ça marche. La première question que je donne, c'est comment toi tu te définis en une phrase? très dur. Je te dirais une personne qui essaie de faire le maximum tous les jours pour atteindre ses objectifs et être le mieux, la meilleure personne, quoi. Je pense que c'est comme ça que je définirais aujourd'hui. OK, ça marche. Trop bien. Donc l'idée dans un premier temps de l'épisode, c'est d'aller parcourir un petit peu le Fabien, d'avant, dans sa jeunesse. Donc est-ce que tu peux, voilà, nous parler un petit peu de, hem, qui tu étais, dans quel cadre familial tu as vécu et tes premières années, scolaires? Bah, c'est marrant que tu me parles de ça. Je viens de faire une compétition de CrossFit avec un ami d'enfance qu'on était en pré-maternelle ensemble. Ça se retourne un peu là-dessus. En ce moment, ça retombe vachement sur mon passé. Alors, très simple, je suis le dernier d'une famille. J'ai 2 grandes sœurs. Mes parents se sont séparés quand j'avais, je te dirais, entre 3 et 5 ans. Du coup, hypersensible de naissance, je pense. Chaman de naissance, donc je voyais des choses, je comprenais des choses sur certains aspects et d'autres, bah, pour moi, c'est naturel, donc j'avais du mal à comprendre. À l'école, je me suis toujours bien intégré, hem, je te dirais jusqu'en ouais, tout le temps. J'étais L'avantage que j'avais, comme je suis grand, mais j'ai jamais été le plus grand, donc j'ai jamais été, comment tu dirais, moqué ou harcelé. Plutôt discret, je te dirais. Toujours un poil de retrait, j'ai toujours observé avant d'avancer. L'école, je faisais toujours le minimum. Ça n'a pas été jamais été une passion, mais aussi parce que j'ai des parents entrepreneurs, et en plus séparés, donc ils avaient pas vraiment trop le temps pour nous. On voit aujourd'hui la nouvelle génération, le temps que les parents passent avec les enfants. Nous, on est plutôt celle des fins années 80, années 90, où on se débrouillait énormément et c'est ce que j'apprécie. Je remercie mes parents pour ça parce que ça nous a amené une énorme autonomie, très rapidement. Du coup, après j'ai fait, collège, ça allait. J'ai vraiment aimé, en fait, j'en reparlais avec ma sœur là, toute la partie, maternelle, primaire. J'en étais vraiment dans une école incroyable, avec des profs, vraiment dans une super ambiance. Plus compliqué au collège parce qu'on a changé, j'ai quitté tous mes amis et ça a été un peu un petit trauma dans mon parcours que j'ai dû travailler après. Où on est rentré dans un collège où c'était plus les marques, tu étais différencié, plus, et là, c'était un peu plus dur, parce que tous mes amis que j'ai depuis mes 2 ans jusqu'à mes 10 ans, j'avais plus. Donc c'était des nouveaux repères, une nouvelle adaptation, et cetera. Une école beaucoup plus exigeante en étant privé. C'était un peu plus compliqué, mais je pense que mes parents ont bien fait le bon choix derrière pour amener, sur la vie. Derrière, je suis en troisième, j'ai devais redoubler. Mon père m'a mis en BEP, production florale et légumière parce que comme il était paysagiste et qu'il avait une pépinière, il m'a mis là-dedans. J'ai fait 1 an et ça m'a appris, en fait, je me suis un peu échappé. J'ai séché pas mal de cours de sport, et cetera, pour aller apprendre à jouer au golf. Parce que depuis petit, j'ai envie de faire de l'argent. J'ai l'avantage d'avoir un père qui a travaillé dans les plus gros jardins et sur les plus gros chantiers de la Côte d'Azur. Donc j'ai eu, un environnement où il y avait de l'argent, où j'ai pu voir des gens qui avaient réussi. Et comment ils avaient réussi, ça m'a toujours intéressé de leur poser des questions depuis petit sur comment ils ont fait pour en arriver là, comment on fait pour en arriver là surtout. Parce que j'avais envie de ça, parce que mon père, en étant entrepreneur, il a eu des hauts et des bas. Des années, on a eu beaucoup d'argent, des années, on n'avait rien. On a eu des huissiers à la maison, donc c'est sa résilience à lui qui m'a montré qu'on pouvait tout faire et que l'argent règle des problèmes d'argent, mais des choses beaucoup plus importantes à côté, depuis petit. Mmh. Et du coup, j'ai fait ça depuis très jeune aussi. De l'avantage, c'est que j'ai travaillé. Mon père m'a mis, très, 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 très jeune à le pied à l'étrier pour aider, déjà ne serait-ce qu'aider, ne serait-ce qu'à l'époque, je jouais énormément aux jeux vidéo en étant très introverti. Donc c'était aussi, vu le climat à la maison, mes parents se séparaient, se remettaient ça ensemble. Ça me permettait de m'isoler, je jouais à mes jeux vidéo, j'étais très bien. Tu joues à quoi? Et je jouais, alors j'avais Mario quand on était petit, La base? la base avec, Mario. Après il y a eu GoldenEye sur Nintendo 64.
Après, sur la Mega Drive, on jouait beaucoup avec ma sœur à Sonic, avec Tails. Donc, tu pouvais jouer les modes multijoueurs. Mmh. Et après, je te dirais, à 9 ans, j'ai connu Counter-Strike. Ah, c'est arrivé Et si tôt? ouais, moi, j'ai eu la chance de mon père avait, une personne dans sa vie qui était à Paris et je l'ai connu dans la rue. Mon père me dit: «Mais attends, il y a un jeu, il y a tous les gamins du quartier qui vont jouer dans le» comment ça s'appelait à l'époque, le truc café là, tu sais, genre où tu Cybercafé là? ouais, le Mmh. cybercafé, ouais, tu vois? Et je suis allé là, j'ai découvert et après j'ai un de les cousins de mon père qui jouait et c'est comme ça que je me suis mis dessus. Ouais, je me suis mis très jeune dessus et après je passais des week-ends dessus, des soirées dessus, voilà. Et après, ouais, je me suis beaucoup là-dessus, beaucoup après Call of Duty. Mais je pense qu'aussi au fond de moi, c'était pour externaliser tout genre un très gros mal-être, une très grosse violence, d'injustice, je Mmh. pense que j'ai eu toute ma vie par rapport à mes parents qui se séparent. J'ai pas, comme j'étais petit, pas forcément tout compris et Ou tout des intégré, quoi. interprétations. Exactement. J'avais pas compris que mes parents faisaient leur maximum, à ce moment-là dans ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils savaient et voilà, tu vois? Donc je me suis vachement réfugié. Pour Vas-y, vas-y. l'avoir vécu aussi, je te rejoins, hein. En fait, quand on est petit, on a des schémas ou juste des images où on fait, voilà, des interprétations et effectivement, plus tard, on comprend que, bah, ce qu'ils ont fait, dans la majeure partie des cas, il y a toujours des exceptions, mais leur meilleur pour eux et aussi pour nous, quoi. Ouais, je pense qu'au final, genre après c'est encore un truc, mais je pense que tout le monde fait le maximum de ce qu'il peut avec ce qu'il a comme connaissance et les traumas qu'il a, tu vois? Mmh. On est quand même plafonné, tu le vois quand tu as des addictions, que ça soit les jeux, que ça soit le sucre, que ça soit et cetera, tu vois? Tu prends pas forcément les bonnes décisions, mais c'est comme s'il y avait un truc qui te drainait, tu vois? Ouais. Ça, on en Bah, reparlera ça un peu plus t'envoie tard. sur ouais, c'est ça. Moi, il y a un truc qui m'a je crois dès la première ou la deuxième minute, il y a un mot qui est sorti et forcément ça a faire tilter les gens. Tu as dit que tu étais, chaman. Ouais. Hem, on va s'arrêter un petit peu là-dessus, même si on pourrait y revenir après dans le parcours entrepreneurial. Pour toi, c'est quoi la définition d'un chaman et comment finalement tu as su que tu l'étais? Alors pour moi, le chaman, déjà, c'est quelqu'un qui parcourt son propre chemin initiatique. Déjà, c'est comprendre qui il est, ce qu'il est capable de faire. Ce qui a été très dur pour moi, c'était je faisais des choses naturellement ou au-delà, je faisais des choses que je savais même pas que je faisais, qui étaient là, innées et qui aidaient les gens. Déjà, c'est aussi de se soigner. Comment je l'ai su? Je l'ai su à 21 ans. Mais parce que j'avais des problèmes de peau et que j'avais de l'eczéma et mes parents m'amenaient voir des guérisseurs, parce que mon père en avait. C'est comme ça qu'il se soignait, par des rencontres. On avait soit la cortisone, donc le côté, médecin, cortisone et j'en prenais des fois des doses énormes pour calmer et après, soit tu allais voir des thérapeutes pour essayer de soigner des traumas et cetera et depuis très jeune, mais vraiment très jeune, genre, j'apprenais genre sur Google, je regardais quand j'avais des crises comment soigner, donc j'ai appris genre le massage, j'apprenais pour, les énergies de les maisons aussi, je me souviens, j'ai acheté ça. Très, très tôt, je me suis mis dans le développement personnel. Hem, j'ai une de mes tantes aussi qui était infirmière et quand j'avais 2 ans, ma mère m'a amené et elle lui a payé son premier stage énergétique pour soigner les gens, donc j'ai une de mes tantes. Alors aujourd'hui, j'ai 4 tantes, j'en ai 3 qui sont thérapeutes. Mais et une qui était enseignant, mais qui est un peu comme une forme de thérapeute aussi, tu vois? Donc en fait, c'est vraiment inné dans ma famille. On avait, genre de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on avait on était dans la nature, les plantes, la plantation, on faisait pousser les choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inné chez moi, tu vois? Mais pour moi, dans ma famille, au début, on a toujours dit: «On est, producteur, paysagiste et cetera». On a une Mmh. sensibilité mais on c'est pas comme ça qu'on s'exprimait, tu vois? Après, j'ai des tantes qui se sont mis j'ai une tante qui est partie complètement vivre, en Uruguay et au Brésil, très, très jeune et elle a appris à soigner aussi là-bas, aider les peuples, et cetera, tu vois? Donc moi, c'était toujours à côté de moi, tu vois? J'avais la double vie où j'ai grandi à Cannes et je suis sorti très jeune en boîte de nuit à 14 ans. J'étais dans les plus grosses soirées des festivals de Cannes, 15 ans et cetera et à côté, j'avais, bah, mes problèmes de santé qui m'ont amené à aller apprendre les gens, me former jusqu'à ce que mon ex m'amène à 21 ans faire une conférence pour apprendre à se soigner tout seul, parce qu'elle en avait marre. Parce que pour les gens qui sont à côté de moi, c'est assez compliqué. Je me gratte la nuit. Tu as connu ça des fois quand on est parti en vacances, mais ou on travaille plutôt. Au travail.
C'était plutôt ça, tu vois. Donc c'est assez OK. dur pour l'entourage et du coup l'entourage m'aide aussi à me soigner. Mon ex m'a amené ça. Du coup, à la fin de la conférence, c'est un peu comme on voit aujourd'hui, maintenant c'est en ligne. Avant, c'était dans des centres et ça de bien-être et il y avait des conférences. Après, à la fin, c'était un stage, c'était 200-300 € le premier stage pour apprendre à soigner avec ses mains et je me suis inscrit parce que genre je dépensais déjà des milliers d'euros depuis toujours en thérapeute par an. Je me suis dit: «Bon, à 200 balles, ça vaut le coup», tu vois? Et quand je suis arrivé à ce stage-là avec mon ex, hem, bah, j'ai rencontré une personne qui m'a dit: «Tu es chaman», tu vois? Mais moi, à cet âge-là, j'avais 21 ans, je sortais tous les week-ends en boîte de nuit. J'achetais des véhicules de luxe par passion et j'achetais en Allemagne, en Italie, je roulais un peu avec et je les revendais pour soit gagner un petit billet, soit, juste rouler gratuit et profiter de la vie. J'étais pas du tout là-dedans, tu vois? J'étais en école de commerce, je suis parti en BTS immobilier derrière, donc j'étais vraiment dans la matière. Pourtant, même si j'avais cette partie-là qui m'attirait et que la vie m'amenait là, moi, depuis petit, je veux être trader ou pilote de Formule 1, tu vois? Ou des pilotes d'avion de Ouais, chasse, tu vois? Je suis dans l'adrénaline, dans l'extrême, et j'avais cette partie-là, due par un problème de santé qui me ramenait sur le chemin que j'avais pas envie de faire, tu vois? intéressant. Mais on va prouver que les 2 ne sont pas incompatibles aussi. Bah, je te dirais au contraire, c'est les 2 sont la justesse et l'équilibre. Quand tu arrives à allier les 2 entre le côté chaman, spiritualité et ancré dans la matière, amené à aider les gens, gagner de l'argent, c'est là où tu as un équilibre qui est parfait, en fait. C'est vraiment tu as le cercle vertueux, tu vois? Ouais, OK, C'est tu vois, intéressant. d'ailleurs, c'est ce que quand on a lancé le programme d'aider les coachs et les thérapeutes, mais d'ailleurs surtout les thérapeutes et surtout les gens à se lancer dans le chamanisme, aller chercher leur spécificité, leur talent, bah, tu t'aperçois que beaucoup ne gagnaient pas leur vie, quoi. Ceux qui savaient déjà, ils gagnaient pas leur vie. Ça, ils peuvent pas trop aider des gens et on les a aidés à ça. Et moi, c'est ce que j'avais vu un peu toute mon enfance, avec tous les schémas limitants de, si tu es chaman ou thérapeute ou magnétiseur ou énergéticien ou coupeur de feu ou ce que tu veux. Il y en a qui disent que ça doit être gratuit. Il y en a qui gagnent pas beaucoup. Il y en a qui te facturent 40, il y en a qui facturent 50, il y en a 70. À la fin, ça gagne pas énorme, tu vois. Très peu développé sur le business, sur le côté. Et à chaque fois que j'allais avec eux, on échangeait énormément. Moi, j'amenais un peu ma vision. Tu devrais faire ci, ça depuis toujours. Et j'ai guidé les gens depuis toujours. Depuis toujours, je disais aux gens ce qu'ils devaient faire, tu vois. Et d'ailleurs, quand je me suis lancé, je crois que j'avais 22-23 ans dans le coaching. Ma sœur, genre beaucoup de gens dans ma famille, pas tout le monde, mais beaucoup de gens disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'as jamais rien fait, tu veux être coach?» et cetera. Mais au final, j'ai ma grande sœur qui a dit à tout le monde: «Arrêtez, depuis petit, il fait chier tout le monde pour leur dire aux gens ce qu'ils doivent faire, et maintenant il va être payé», tu vois? Et cette Mmh. phrase, elle m'est restée, tu vois? Parce que c'est drôle, parce qu'au final, c'est depuis petit, je fais ça et je dirais, c'est même plus fort que moi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. OK. On va y revenir. J'aimerais juste avant que tu me parles un petit peu, parce que ça fait donc tu as fait tes études et tout ça. Il y a une rencontre aussi, je pense, qui t'a marqué. Tu as parlé de golf tout à l'heure. Ouais, Il me semble que, tu as rencontré quelqu'un d'assez, important. Raconte-nous un petit peu ce parcours de vie. bah, c'était marrant, j'avais quel âge? Je devais avoir 17 ans. Ouais, je venais d'avoir 17 ans à Noël. J'allais au golf, j'étais pas très bon joueur, mais je commençais à me débrouiller, je commençais à avoir des amis qui jouaient très très bien dedans. Et j'ai eu un coup de téléphone du golf pour quadailler quelqu'un en remplacement. Et c'était Gérard Pélisson, fondateur d'Accor Hotel, donc c'est Sofitel, Novotel, Ibis, Formule 1, alors qui a développé tout le groupe et on a travaillé ensemble. Et de remplacement, en fait, j'ai aidé les gens. Je l'ai cadayé pendant 15 ans, je crois, c'était. Ouais, c'est à peu près 15 ans, même un peu Explique plus. ce que ça veut dire, quadiller. Alors KDI à la base, pour les gens, c'est juste, porter les clubs de golf et juste suivre la personne, porter les clubs et on dirait un peu, sbire et l'armain, tu vois? Quand on connaît pas le golf et qu'on connaît pas l'importance d'un caddie, en fait. Et au fur et à mesure, lui, l'avantage, il prenait des coachs de temps en temps. Donc moi, j'ai appris avec les coachs. Je regardais ce qu'il faisait, les défauts qu'il avait, et cetera. J'avais mon œil et ma vision. Et après, quand il était pas là, ben, je le coachais un petit peu, en fait. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans ma vie, comme j'ai toujours fait le minimum où j'optimisais tout dans ma vie, mes parents m'ont toujours dit: «Ah, t'es feignante, t'es feignante, t'es feignante», tu vois? Parce que, genre, quand je faisais quelque chose, c'était très vite où j'optimisais tout. Mes devoirs, je faisais très peu. J'écoutais énormément en classe. Et quand c'était avec lui, il sortait de non, c'était pas encore là. Il est là, il allait bien. Du coup, moi, je courais. J'étais payé à la tâche. Donc, j'étais payé aux 18 trous. Qu'on mettait 1 heure ou 5 heures, c'était le même tarif, tu vois. Et au final, moi, bah, du coup, lui était en voiturette et moi, je tirais le sac à côté. Et en fait, j'ai couru. Je me suis mis à courir, tu vois. Au lieu qu'ils m'attendent tous les coups,
Bah, en fait, on partait en première partie, il y avait quasiment personne devant nous. Du coup, moi, j'étais à côté, je courais, tu vois. J'étais jeune, ça me faisait mon sport en même temps. Plus vite on jouait, plus vite je rentrais à la maison. Et du coup, mon rôle, c'était, il fallait qu'on je cours vite, qu'il joue bien. Mais quand je dis ça, il avait 75 ans, 76 ans. Tu sais pas quelqu'un, on n'est pas sur un pro de golf, on est sur quelqu'un qui est quand même limité par son âge. Et du coup, moi, j'ai optimisé ça, en fait. Et c'est ce qu'il a aimé, tu vois, parce qu'avec moi, finalement, il gagnait du temps. On jouait vite, bien. Il voyait un jeune cravacher et il aimait ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Après, il voulait travailler qu'avec moi. Et l'avantage que j'avais, c'est que je passais toutes mes vacances scolaires avec lui, tu vois. Parce que lui était à Paris. Toutes les vacances scolaires, il venait sur la côte, dans sa maison secondaire, et on jouait ensemble, quoi. C'est ça qui était fou. C'est que du coup, on a créé vraiment un lien particulier et, euh, et c'était juste incroyable, quoi, parce que il a toujours été juste avec moi. Donc, je peux me poser des questions. Après, ça a vraiment, dans le parcours, aller très loin. Avant 30 ans, un de mes rêves, c'était de voler en jet privé. Et à 29 ans, je lui ai demandé pour me faire un voyage. Et j'en ai fait 30 avant 30 ans. Et, et Ça fait c'était quoi vraiment alors? cool. Bah, en fait, parce que moi, j'adore parce qu'on revient sur optimiser le temps, en fait. Mmh. Moi, je suis quelqu'un, j'en reparlais hier avec un copain, je suis assez extrême. C'est soit je fais pas. Et l'avantage de prendre le jet privé, c'est juste qu'on arrive et 10 minutes après, vous décollez, quoi. Si on arrive à l'aéroport, on charge les bagages et on décolle. Il n'y a pas de la queue, attendre 1 heure, la sécurité, attendre ton avion, attendre que tout le monde rentre dedans, tout ce temps perdu. D'ailleurs, quand on bossait ensemble, je voyageais énormément, quasiment tous les 15 jours. Et c'est ça qui me rendait fou, c'était ce temps perdu à l'aéroport où tu l'arrivais 2 heures avant. La sécurité, retirer tout, machin, te foutre devant la porte de l'avion, attendre. Après, tu montes. Tu sais, tout ce temps perdu, c'est insupportable, tu vois. Quand Ouais, je suis tu d'accord. connais, quand tu as l'avantage et l'inconvénient de connaître quelque chose où juste t'arrives, tu montes et ciao, tu pars, tu vois. Genre 10 minutes après. Et assez confortable aussi. Tu pas en Ouais, écho où tu peux pas mettre tes jambes. là, quand moi, tu sais, je suis grand, oui. Là, en plus, l'avantage, c'est qu'il en avait un gros, un mid-size, donc on était vraiment très, très à l'aise, tu vois. C'est un 10 places, t'es vraiment très confortable, tu vois. Donc, non, ça, c'était vraiment cool. C'est un aspect, mais c'est toute la partie qu'on a pu avoir, c'est les échanges, c'est les questionnements, c'est les rencontres, parce qu'il y avait des amis à lui qui venaient jouer, ou que ça soit professionnel ou personnel. Et de voir ça, c'était vraiment super, tu vois. Ça a vraiment été un de mes mentors. Parce que quand j'avais des moments down, en fait, bah, je me disais, si lui, il est là et qu'il veut toujours travailler avec moi, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui pesait plus de 150 millions dans les classements Forbes, c'est top 500 fortune de France, qui a eu plus de 40 000 employés, qui a monté un des plus gros groupes hôteliers d'Europe. Moi, je me dis, si lui, il voit quelque chose en moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que moi, je ne vois pas forcément, mais lui, il a cerné quelque chose, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est pour ça que si vous êtes entrepreneur ou n'importe quoi dans votre vie, en coaching, ce qu'on appelle, c'est de se créer des dossiers ressources, et c'est de marquer des choses comme ça dans votre vie que vous êtes fier. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez fait du sport, une petite médaille, vous pensez pas y arriver, que vous avez arrivé, des moments de vie que vous avez su surmonter. Juste avoir une petite zone comme ça où quand ça va pas, vous replongez dedans pour vous dire, OK, ouais, j'ai réussi à faire ça. Si je l'ai fait, je peux le refaire aujourd'hui, quoi. Ouais, 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 c'est un bon tips. On a toujours des downs de toute façon, donc c'est bien de se rappeler les petites victoires ou les grandes Ouais, d'ailleurs et de les exactement. célébrer, non? Mais OK. au-delà de les célébrer, parce que comme on dit, célébrer, tu l'oublies après dans le temps, mais c'est juste de se marquer parce que je sais pas, moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'en oublie 99%, tu vois? Genre vraiment, c'est après en se posant vraiment: «Ah ouais, j'ai fait ça, oui, c'est vrai, j'ai fait ça, oui, c'est vrai». J'ai l'impression que comme on est dans l'instant présent et dans nos problèmes-là, on oublie, moi, j'ai tendance à vraiment quand je suis dans un truc, je suis dans un truc, je sais pas, et c'est vrai qu'on oublie plein de choses, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, je suis regarde, d'accord. on a travaillé quoi? 2 ans ensemble? Ouais, pas loin, je crois. Putain, on a fait tellement de choses qu'aujourd'hui, tu vois, tous les hauts et les bas qu'on a eus, tous les événements qu'on a fait, la joie qu'on a eue ensemble, bah, aujourd'hui, ça paraît loin, tu vois? Et c'était Ouais, qu'il y a de il y ouf. a 2 ans, tu On va y venir justement. Je voulais juste raccorder un petit peu tout ça. ouais. Tu disais que du coup, tu étais tiraillé entre, les boîtes de nuit et puis pas les petites boîtes de nuit. On parle de trucs à comme tu as dit à Cannes, où il y a des sacrées personnes et tout ça. Et du coup, dans un autre coin de ta tête, de part en fait tes maladies et puis c'était quoi déjà comme, J'avais l'eczéma, ouais. l'eczéma, oui, pardon. Ouais, Ouais. de par ton eczéma, donc ce côté, on va dire peut-être plus spirituel ou à la recherche en tout cas d'une solution.
c'est à partir de quand finalement où tu as rejoint les 2 et où tu t'es dit: «Le coaching, ça peut être une porte de sortie intéressante où je peux, mettre en avant mes qualités et faire de l'argent»? Et mes défauts. Oui, aussi. Alors c'est très simple. Donc le coaching, j'ai toujours fait. Mes 18 ans j'ai commencé à 18 ans. Le temps que je comprenne vraiment ce que je faisais, ça a été à mes 21 ans. À mes 28 ans ou 29 ans, en 2018, donc j'avais 29 ans, j'ai monté ma première société suite à un événement. On peut en parler pour les personnes, mais je me sépare de ma relation qui m'a permis d'être dans le chamanisme à mes 28 ans. Avant, c'était 6 ans, 6 ans ensemble, je crois, 5 ans et demi, 6 ans ensemble. De là, je rencontre des filles et avec une, on se sépare et 3 semaines après, elle m'appelle en disant qu'elle est enceinte. Et en fait, ce soir-là, elle avorte et je vais amener, elle était pas bien, donc du coup, je vais aller amener son papier de maladie à son job. Et c'était juste en face de ma salle de CrossFit, tu vois. Et j'ai ma sœur qui en faisait, donc je lui pose le papier, j'en ai parlé à personne. Et je vais aller voir ma sœur un petit peu, comme j'ai mes potes aussi au CrossFit à ce moment-là, juste pour me changer les idées, tu vois, parler autre chose, parler du quotidien, juste pour m'aérer. Et je croise un jeune qui était là-bas, un pote qui est un peu plus jeune que moi, et qui était aussi coach et qui se lançait un petit peu sur les réseaux. Et en fait, on a commencé à parler business, tout ce que j'avais appris, mais que j'appliquais pas. On a passé la soirée. Après, il est venu manger à la maison, on a continué, je l'ai coaché, etc. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, si cet événement, c'était pas ça que ça montrait, en fait. Et du coup, 3 mois après, je l'ai posé, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les sous parce que j'ai monté ma société à Monaco, il fallait des sous. 3 mois après, je déposé mon dossier pour monter la société. 6 mois après, j'avais la société, tu vois. Donc ça, c'était à mes 29 ans. Après, ça a été un peu galère parce que j'avais des choses en place, mais ça s'est pas fait comme prévu. Du coup, il a L'idée fallu que je me re à l'époque, c'était quoi l'idée? C'était de, coacher en physique, en digital? non, Heu, physique. Ouais, physique, mais j'avais un peu le digital à côté, tu vois? tu commencé quand même un petit peu. Ouais, il y avait un petit peu. Je te dirais je crois que c'est 2016 ou 2017, j'avais déjà David Laroche. J'avais fait un de ces événements où on était 1000 à Paris avec mon ex qui m'a mis dans le côté spirituel, dans la formation, etc. Donc j'avais ce côté-là, mais moi j'étais toujours dans le côté j'aime l'humain, tu vois. Je fais le one-to-one, j'avais un gros réseau. Et je misais un peu sur le réseau, mais en même temps, j'avais pas vraiment de stratégie, tu vois. J'avais pas d'avatar, j'avais pas toute cette partie-là, je faisais pas, tu vois. J'étais trop encore un peu à l'instinct. Mmh. Donc je monte ma boîte, je pensais que ça allait, mais au final ça va pas. J'avais un pote du CrossFit qui travaillait avec comment il s'appelle, Euh, un des coachs entrepreneurs aussi qui était dans le marketing à cette époque-là. Euh, c'est pas Franck Nicolas, c'est un truc pareil un peu. Le mec il est parti un peu rasé, les cheveux rasés. À cette époque-là, il était très fort. Je crois que c'est Franck, je sais plus comment. Bon, un gros entrepreneur. Et du Ouais. coup, c'est comme ça, j'avais pris sa formation. Ça a pas marché parce qu'on était encore sur tu crées un petit produit, du petit produit. Genre, limite, tu crées un e-book, du e-book, tu crées le petit produit, du petit produit, tu crées un moyen produit, moyen produit. En fait, déjà, le temps que quand tu connais rien, tu sais pas faire. Et moi, c'est pas ma spécialité de créer ça. Je suis très dans l'instant présent, on échange, je vois les choses. Mettre un process en place, c'est assez compliqué pour moi. Ça me convenait pas. Derrière, j'avais pris aussi avec un des bras droits de David Laroche qui s'était lancé quand ils s'étaient séparés, un coaching, mais ça n'avait pas, en fait, ça n'avait pas marché non plus. Donc à chaque fois, j'investis énormément d'argent, mais ça marchait pas, donc il fallait que je refasse de l'argent pour refaire. C'était un peu compliqué, tu vois. Quand tu disais justement ça marchait pas, est-ce que c'était, parce que tu avais des conseils que tu voulais pas appliquer ou c'est des conseils que tu appliquais mais qui correspondaient pas à toi, ce que tu voulais, faire, monter comme, boîte? Je te dirais, c'est un peu les deux en fait. Et je pense que c'était qu'il y a trop, genre, je pense que c'est moi, tu vois. Parce que quand je me suis vraiment lancé, et je pense que tu as un créneau un peu. Ouais, je pense que c'est la résilience et c'est le côté aussi à un moment donné de tais-toi, fais et tu verras, tu vois. Mmh. Mais après, OK. c'était des conseils où je m'attendais à des choses. En fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, je remettais plus sur le coaching. Genre, je voulais un coach mentor, quelqu'un qui m'aide à faire les choses, que quelqu'un qui me dise comment faire, tu vois. Parce que j'avais pas l'expertise, les connaissances. On parle de ça, je te dirais, c'est de 2018 à 2020, tu vois. On est un peu au début des choses, Mmh. mais il y a pas de chat GPT, donc déjà à écrire les pages de vente,
Tu vois, c'était vraiment, je partais de moins 100 000. En plus, le marketing, ça me plaisait pas. J'avais pas envie. C'était vraiment, j'allais à un reculon, tu vois. Donc, c'est sûr que j'ai pas mis les forces et l'énergie pour le faire, tu vois. Ok. Jusqu'à ce que, en 2021, je prenne la formation de Olivier Métral. Je sais même pas pourquoi j'ai pris Olivier d'ailleurs. C'est marrant. Je repense. Mais oui, parce que j'avais à cette époque-là, je voyais David Laroche réussir, je voyais Julien Musi réussir et je me disais, ouais, putain, ces mecs qui réussissent, mais ils ont pas le quart de ce que j'ai, tu vois. J'étais un peu dans ce truc-là, un peu dans, je suis meilleur, mais en même temps, je faisais pas ce qu'ils ont fait, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment la différence. Et je pense que c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup dans des amis qui font du sport. Et il y a vraiment ceux qui ont un talent. Et c'est là où on dit que le travail bat le talent, c'est la réalité, quoi. On le voit dans le sport, dans les choses. Il y a des mecs qui sont acharnés de travail et finalement, ils battent celui qui a plus de talent. Tu vois, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, en fait. Donc, c'était un peu ça jusqu'à ce qu'en 2021, je prenne la formation d'Olivier et que ça cartonne, en fait. Ça cartonne avant de prendre un mur. Mais le mur, j'étais toujours de moi qui je pense inconsciemment, qui le crée, tu vois. C'est de la frustration qui ressort. Donc, en fait, c'est pour reprendre, pour expliquer aux gens, je prends la formation d'Olivier Métral. Donc, c'est 3 mois pour atteindre les 10 000 euros par mois. En un mois, déjà, je commence à faire la formation. Je commence à guider les gens pour, je sais pas, je leur dis, tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je commence à coacher. Et ça, c'est aussi un défaut que j'ai souvent. Je coach les gens dans tout ce que je fais. Et c'est quelque chose que des fois, j'essaie d'arrêter quand je prends des coachings. Et du coup, dans la formation, il y a le bouche à oreille, en fait. J'ai une binôme et je lui dis: «Mais tu serais pas chamane?» Elle me dit: «Oui», alors qu'il y a rien, elle avait rien sur ses réseaux qui mettait ça. Elle me dit: «Je viens de m'inscrire à un stage de Stambourg 15 minutes avant que tu me parles». Et après, j'ai une autre personne qui est et du coup, le bouche à oreille, on avait une coach aussi et du coup, la coach, elle voit que j'aide les gens et du coup, quand les gens, ils avaient des problèmes, elle me les renvoyait, tu vois? Sur ce qui était leur mission de vie, en fait, ce qu'ils devaient faire. Et du coup, ça se fait un peu le bouche à oreille dans la formation. Les gens me viennent. Au début, je fais pas payer. Et après, j'arrive à closer ma personal coach et qui est très contente, qui m'amène sa sœur, qui est très contente, qui m'amène son mari, qui est très content. Et sa sœur me ramène quelqu'un d'autre. Et en 3 mois, je fais 180 000 euros. Donc, je passe de zéro, de galérer, de machin, à 3 mois, 180 000 euros jusqu'au moment où je sais pas vraiment ce qui se passe, mais la coach se retourne contre moi et m'attaque et me demande de tout rembourser, tu vois. Donc je m'étais très investi avec elle, ses clients, on avait organisé un énorme sommet euh, sur le développement personnel, sur sa problématique, sur sa mission de vie, etc. On avait ramené tout le monde. Genre vraiment, c'était un truc sur 21 jours avec euh, trois interviews par jour. C'était énorme, c'était monstrueux. Mmh. Et à la fin, bah, je sais pas. Je pense qu'elle a pas eu les attentes escomptées, mais il n'y avait pas encore fini le, sur le retour sur investissement. Mais ça avait vraiment bougé beaucoup de choses. Et du coup, elle s'est retournée contre moi, son mari. Et du coup, je suis parti là-dedans. Je suis parti un peu en dépression. Parce qu'à ce moment-là, j'étais très fatigué aussi. Je travaillais énormément. Et du coup, je me retrouve avec la peau brûlée à 90%, envie de se suicider. C'était vraiment très compliqué, quoi. J'ai jamais eu autant de clients, donc c'est plus de pression. Moi qui aime pas l'engagement, je m'étais engagé avec des gens, j'avais, je sais pas, une vingtaine de clients. Hem, Tout ça en même temps, ça a vraiment tout qui a Ouais, c'est pété, tu vois? arrivé hyper vite, quoi. Très, très vite, genre vraiment très, très vite. Et Comme tu d'ailleurs, dis, tu si vois, derrière il y a pas de process. ouais, mais j'étais tout seul. J'étais tout seul, vraiment, c'était très compliqué. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on s'est aussi connus. J'avais pris une boîte, tu te fais un peu arnaquer, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais tu fais confiance à des gens ou tu as des attentes sur des gens, mais qui te délivrent pas le quart de ce qu'ils t'ont annoncé. On sait pas Pour en si c'est leur revenir aux promesses marketing, du ouais, mais business après, en est-ce que ligne. c'est leur faute ou c'est moi, genre, c'est moi qui ai cru à des choses et parce que je voulais aller plus vite, déléguer trop vite, sans checker, vérifier, pas de process derrière. Et voilà, tu vois. Donc, tu te fais un peu avoir là, ton argent que tu as durement gagné, que tu as galéré, il part aussi vite dans l'autre sens. D'un coup, tu te retrouves avec plus grand-chose. Derrière des problèmes de peau, des personnes qui en ont profité pour vendre des soins à des prix exorbitants. Après, est-ce que ça a marché ou pas? J'en sais rien. Mais à ce moment-là, l'argent, ça a plus aucune valeur pour aller mieux. Tu vois, c'est un peu tout ça, en fait. Ça a été un peu, derrière, je me suis séparé aussi de mon ex dans tout ça. C'était un peu chaotique. J'ai eu besoin de me recentrer sur moi
Et après, on a relancé ensemble. Du coup, tu vois, grâce à la mauvaise expérience que j'ai eue avec les prestataires, je t'ai connu toi. On a gardé contact et t'étais un peu la personne qui était, genre, t'étais pas là pour ça, mais tu faisais un peu l'intermédiaire avec la boîte. T'étais Oui, copywriter, donc t'es j'étais, devenu un peu ouais, chargé c'est de ça. projet, quoi. De copywriter, t'es devenu un peu chargé de projet, donc c'est comme ça que je pense que t'as eu un peu de pitié de moi de voir comment il me C'est traitait même pas une question de pitié, c'est que tu sois prestataire pour un client ou pour une agence. L'idée, c'est quand tu as une mission, tu vas jusqu'au bout. Et pour moi, c'était naturel, à minima, de communiquer, tu vois. Même s'il y a des ouais, trucs qui allaient mais pas, c'était de... Enfin, je pour pense moi, en que tout cas, ça paraissait naturel. t'es allé au-delà de ta mission que t'avais avec l'agence, tu vois. Du coup, on a gardé contact et après, on a relancé 9 mois après, quoi. Ouais, c'était un peu drôle d'ailleurs, la relance, hein. Parce que moi, Ouais, à cette époque-là, c'était du coup 2022, je venais de me mettre à temps plein. Donc j'avais quitté ma boîte, je venais de me mettre à temps plein. J'avais tout préparé pour que tout soit carré. Au final, je me retrouve à devoir gérer ma deuxième fille, qui avait pas de place en crèche et en nounou. Et rien ne s'était passé correctement. À la limite, je me disais, mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai quitté ma grosse boîte comme ça? Et c'était pendant l'été ou juste avant l'été, je crois que tu avais repris contact. ouais, je crois que c'était en mai-juin, je pense. Ouais, Mai, je crois que c'était fin mai. Et on a lancé en juin ou en juillet, je crois. premier challenge en juillet. Donc c'est vers mai-juin qu'on s'est recontacté. Ouais. Et là démarre, du coup, comme tu as dit, une aventure très, très dynamique, très émotionnelle. Ah, je te dirais très émotionnel, je pense. On a commencé vraiment petit avec Ouais. rien, avec un chemin, un objectif. On voulait avoir comme ce que tu as derrière les trophées. Hum. Je pense qu'on Oh, a les commencé gosses. un truc avec, je te dirais, très comment tu dis? Et, objectif très en égo de vouloir avoir le trophée du million. C'est ça. C'est ça qui nous a drainé énormément, tu vois. Genre qui nous a motivé énormément. Et c'est ce qui a fait aussi, en fait, si tu as des objectifs assez hauts, c'est ce qui fait que tu charbonnes et que tu cravaches pour sortir la tête de l'eau, tu vois. Hum. On a fait le premier challenge, on a réussi à faire une vente qui nous a permis de financer le deuxième challenge. On a fait 0 vente. Mais entre-temps, j'ai closé une fille que j'avais dans un autre programme qui nous a permis de financer le troisième challenge. Et là, on a fait 3 ventes, je crois. 3, 4 ventes. Et après, on est monté de là. Et là, on avait lancé le truc, quoi. Et après, ça a Ouais. augmenté tous les mois de façon genre fois 50, entre fois 50 et fois 100% tous les mois. Quand à l'époque on disait on est nul, on pourrait augmenter ci, ça, et factuellement quand on regardait les ROI, c'était n'importe quoi. C'était ouf. Mais tu vois, ça, je sais pas, c'est un défaut. Ouais, je pense que c'est un peu des traumas que j'avais. Au plus on montait, au plus j'avais peur de tout perdre. Et tu vois, je Hum. rentrais un peu dans une paranoïa dans les chiffres, dans les machins, alors qu'on avait des trucs de fou, tu vois. Je En repense fait, quand on est allé au mastermind de Jean et Jody, qui sont maintenant leaders sur le marché, et qui me disaient, mais Fab, qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Genre, limite, c'est toi qui dois nous apprendre ce que tu fais, tu vois? Genre, t'as des ROI énormes comparés à nous tous. Et, et j'ai dit, ah bon? Ouais, comme on n'avait pas de point de repère, on savait pas, tu vois. Et comme on écoutait, genre, les le autres, ce qu'ils bruit, disaient, ouais, le bruit du le marché. bruit, quoi, le bruit du marché qui était, quand tu aperçois qu'il est complètement faux, c'était un peu écœurant aussi, tu vois. On va pas forcément revenir dans le détail de ces aventures entrepreneuriales. Il y a du coup le podcast exprès là-dessus. Ouais, Mais si on doit faire une synthèse, du coup, ouais, je crois que c'est 18 mois, 700 000 euros. ouais, à peu près, ouais. Du coup, des centaines de personnes accompagnées à Minère, C'est 22 Las challenges. Vegas. C'est Ouais, 22 22 challenges. challenges. Ouais, c'est au début, un challenge par mois jusqu'à 2 challenges par mois. Faut tout essayer. Pour vous, on a fait La Rochelle, Vegas, Monaco, Bordeaux, Bordeaux, Rome. Rome aussi, ouais. Ah, c'était fou. Ouais. Pour moi, à côté de ça, c'est la même chose et je rajoute Miami, l'Arizona, Milwaukee, Dubaï, plusieurs fois. C'était juste, franchement, c'était fou. Quand je repense à ces années-là, je sais même pas comment je tenais, quoi. Je me couchais à minuit minimum tous les jours. Je me souviens, c'était 8 heures, genre 8 ou 9 heures. C'était Même huit pas, heures et parce qu'on demie. avait des réunions à 9 heures tous les jours.
Ouais, c'était 8h30, je me levais, je me mettais direct sur l'ordi et on enchaînait, genre et là, il fallait que je me forme, qu'on se forme, qu'on délivre, qu'on Mmh. produise et moi, dans la partie, moi, en tant que manager, parce qu'on a recruté des gens, je savais même pas, à la fin, je savais même plus ce qui faisait quoi, comment, heu, ouais et on a écouté beaucoup trop le bruit pour vouloir développer plus. Mais c'était vachement intéressant, tu vois? C'est vraiment, genre, il y a pas de regret, tu vois? Ce qu'on a fait là, c'était juste fou, quoi. Ouais. Et moi, je tiens toujours à préciser qu'au final, cette aventure, à la base, j'accepte alors que je suis pas du tout convaincu, mais j'ai pas de clients. J'ai pas fait, j'ai dû faire, je sais même pas, mais quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Donc, j'avais une j'étais très, très pessimiste quand même au démarrage. Hem et puis j'avais, hem, au fond de moi, l'envie de toujours aider et de me dire: «Bah, vas-y, je vais être juste exécutant». Et en fait, de fil en aiguille, cette aventure, ça m'a permis aussi d'être, bah, là où je suis aujourd'hui, d'avoir cette posture plus, stratégique et pas que opérationnelle. Et donc pour moi, ça a été aussi hyper, bénéfique d'un point de vue, pro, mais aussi perso, de m'ouvrir à des champs, la possibilité de faire beaucoup d'argent très rapidement, de voir les erreurs qu'on a pu faire, essayer de pas les reproduire derrière, même si à chaque fois, chaque business est différent, chaque personnalité est différente. Mais ouais, c'était hyper enrichissant, quoi. Ouais. Franchement, même toi, tu as commencé, copywriter, tu es monté à monter funnel builder et après à Ouais. bras droit, quoi. Du jour au lendemain, tu me dis: «J'arrête de faire les ads, débrouille-toi». Ouais. Donc il a fallu, se former, tu vois? C'est une formation continue, mais c'était cool et ça m'a beaucoup challengé parce qu'on est deux personnes complètement différentes. Bah, d'ailleurs, Ouais et je sais plus comment ils m'ont surnommé, mais c'était le yin le et le yin et le yang, je crois. yang, ouais, c'est Ouais. ça. Et mais c'est ce qui fait aussi la force d'un business parfois, tu vois? C'est d'avoir deux personnes complètement différentes, mais qui arrivent à se canaliser. Il y en a un qui est fort sur des tâches, l'autre qui est fort sur d'autres et de se laisser en fait, heu, bah, laisser la personne experte faire son taf, tu vois? Après, c'est déléguer, faire confiance. Ça, c'était un peu dur à la fin parce qu'on a eu quelques, comment dire? Quelques tristesses, quelques déceptions dans Ouais, mais ça l'équipe fait partie qui du amènent business aussi. après, une accumulation et un petit écoeurement Mmh. de quand je m'investis énormément, c'est vrai que je suis là-dessus, c'est un peu de j'avais du mal à gérer ça, tu vois? Ouais De et du dissocier coup le côté émotionnel et personnel. ouais, clairement. Mais de toute façon, les 2 sont liés, ceux qui disent, qui arrivent à se détacher, le business du perso, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai quand même du mal à y croire. Je sais pas, il y a un plein même et je pense que c'est la phase d'après, en fait, où tu t'aperçois que la personne, elle est là, au début, quand tu crées ta propre société, tes premiers employés, tu penses que tu les auras jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, c'est comme, je veux dire, en amour, il y en a qui sont là pour un jour, il y en a qui sont là pour une semaine, il y en a qui sont là pour des années, il y en a qui sont là pour toute Mmh. la vie, mais il faut accepter ce turnover des gens qui vont t'aider à un moment donné, plus ou moins long. Mais ça, c'est Ouais. que le temps, l'expérience, des erreurs et de les accepter, tu vois? Comme, d'avoir des clients, tu sais que statistiquement parlant, bah, il y a des gens qui vont demander des remboursements, il y a des gens qui vont pas être contents parce que soit ils ont mal compris, soit ils ont pas écouté, soit, bah, il peut avoir, des erreurs, ce qui est normal. C'est dans la statistique, c'est normal, tu vois? Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, Heu, je sais plus qui j'ai coaché là récemment, bah, je lui disais: «Ouais, c'est dans ta stat, en fait». Mais c'est que quand tu arrives avec le nombre que tu vois les stats et les pourcentages et tu commences après à soit les améliorer, soit tu fais partie du lot, mais tu vois? Les gens qui disent que 100 de leurs clients qui sont contents, c'est qu'ils en ont 3, tu vois? Quand tu commences à avoir des milliers de gens, forcément qu'il y a des gens qui sont pas contents, c'est statistique, en fait. Ça Ouais, fait clairement. partie des normes. À Louis Vuitton, pas tout le monde est content. Toutes les plus grandes marques, tout ce qu'on fait, il y a pas 100 des clients, tu vois? Aussi à 100 c'est qu'il y a 3 clients, tu vois? Où il y a anguille sous roche. Où il y a C'est les qu'il y a quelque chose. parents, ouais, non, mais tu la mère, le père et la sœur, tu vois? Genre, ça reste la famille. Mmh mh. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Ça fait partie du lot, c'est comme ça. Mais en final, la différence, c'est que nous, on a été dans l'autre côté, on a été déçus aussi. Mais déçus de nous d'avoir cru, déçus de nous de pas avoir assez lu, déçus de nous de tout ça. Hem Et au final, c'est d'en faire des forces et de voir en fait quel a été le message derrière. Si j'avais pas pris le premier coaching, je t'aurais pas rencontré. Si j'avais pas rencontré, on n'aurait peut-être pas eu cette aventure et c'est sûr, tu vois? Ouais, Ça c'est aurait été clair. différent, mais on n'aurait pas fait ça, tu Ça fait partie du
du destin, on va dire. Ouais, exactement, tu vois. Et voilà, et puis un lundi matin, alors que le vendredi, on avait des projets hyper ambitieux, un matin, tu me dis, Tom, j'arrête. Tu te rappelles? Ouais, Qu'est-ce qui ouais, s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que ça a éclaté à la fois dans ton corps aussi et dans le business? Qu'est-ce qui a fait? Je te dis un écœurement, en fait. Alors, vraiment, en fait, où j'étais fatigué. À ce moment-là, c'est toujours pareil, on le voit avec d'autres infopreneurs aujourd'hui. Quand on était dans la phase euphorie de tous les mois, ça double, etc., ça allait. Après, on a eu la phase de ça monte, ça descend. La descente a été beaucoup plus dure à encaisser parce qu'elle est arrivée aussi très tôt, beaucoup plus tôt Mmh. que ce qu'on pensait, ce que j'aurais aimé. Et après, je pense que c'est l'accumulation, en fait. De voir tout ce que j'investissais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de plus de reconnaissance que j'avais pas. Mais dans ma vie perso, pro, c'est une accumulation de choses. Et, et en fait, j'avais aussi un autre projet que je pensais qu'il allait se faire beaucoup plus tôt. Et je me suis dit, je réinjectais beaucoup d'argent à ce moment-là. Et je me dis, attends, je réinjecte beaucoup d'argent. Je sors à zéro ou je perds encore de l'argent tous les mois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup avec des gens qui sont pas forcément reconnaissants en face, tu vois? Quand on commence à investir, on investissait des 40-50 000 balles et qu'à la fin de ce mois, on faisait pareil, mais qu'il faut rajouter 5-6 000 balles, 10 000 balles de ta poche. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer à payer ou est-ce que je lève le pied et voilà, tu vois. Et comme j'avais un autre projet qui devait arriver beaucoup plus tôt, je me suis dit, tu sais quoi, quitte à perdre 10 000 balles, autant que je me repose. Je sors des problèmes, je règle tout ce qui est à régler, je passe sur l'autre projet. Bon, ça s'est pas passé comme ça. La vie m'a amené sur un long chemin de travail personnel, de résilience, de travail, mais qui est juste incroyable. Mais ouais, c'est ça que s'est passé en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, de l'équipe qu'on avait, le cœur de l'équipe, c'est il y a plus rien qui allait en fait. Je trouve qu'on est rentré, genre après c'est moi, hein, je pense, bah, tout vient de moi, c'était ma boîte. J'étais plus trop là, j'avais plus trop l'énergie, j'étais fatigué en fait. Je pense que clairement j'étais fatigué. Mais mental, pas forcément physique. Trop de choses à gérer, trop de stress, trop de machin. Et après, des mauvaises décisions qui enchaînent des mauvaises décisions, qui enchaînent des mauvaises décisions, en fait. Et c'est ça qui Mmh. a un peu accumulé, tu vois. J'aurais dû virer une personne beaucoup trop tôt, mais ça s'est pas fait. Trop de gens, en fait, prenaient parti dans trop de bruit, en fait. C'est trop de bruit. C'est vraiment le truc que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Dans la boîte, trop de bruit. Je pouvais plus prendre de décisions qui me sentaient justes. Et du coup, tout le monde donnait son avis, donc il fallait après justifier trop de perte de temps, tu vois. Alors que quand on a commencé tous les deux, c'était ultra mobile, tu vois. Même si j'ai pris des décisions qui ont marché et que tu voulais pas, ça allait. Mais quand après il y a trop de monde qui dit ah oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je me suis perdu en fait. Clairement, je me suis perdu Bah, parce c'est bien de le que reconnaître aussi, hein. ouais, trop de gens en fait me disaient ouais, tu devrais faire ci comme ça, t'as été pas assez juste, t'as pas été ça, alors qu'on s'en fout, tu vois. Quand je Mmh. repense en décembre, on n'a jamais eu autant de rendez-vous que je te dis à ce moment-là parce que j'avais des problèmes de santé, j'arrête de prendre les rendez-vous et on a trouvé des closers et on a relancé et ça allait. Bon, ce soir-là, tu voulais me défoncer. Mais ça a payé sur le mois d'après, tu vois, donc. Et à la fin, c'était, bah, tiens, je veux virer quelqu'un. Ah, bah, non, mais si, non, on devrait garder. Et en fait, c'est pas pour la personne, mais, et ouais, exactement. Et en fait, tu retardes des décisions que tu sais qu'au fond de toi, c'est les bonnes. Et en fait, c'est un peu, le fruit pourri dans la corbeille, en fait. Et ça laisse se propager. Et en fait, à un moment, t'es rincé. Tu sais, quand je l'ai sorti, c'était peut-être trop tard. J'avais plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup de vie, comme dans les jeux vidéo. Et après, deux, trois trucs derrière, ça m'a un peu achevé, tu vois. Donc ça, c'était Mais quand? l'erreur, c'est que j'ai pas été coaché, tu vois. Je pense que l'erreur derrière, c'est que à ce moment-là, j'avais pas de coach. Et l'erreur à ce moment-là, c'est que j'avais dépensé énormément d'argent dans des coachings de groupe où à ce moment-là, j'aurais dû avoir un coach personnel, genre où je peux aussi, au lieu de parler à l'équipe de mes problèmes, parler à quelqu'un qui connaissait, de dire voilà, j'ai ça, j'en peux plus, je suis fatigué, Mmh. et d'aller désamorcer ça plus dans un endroit de sécurité. Et moi, je l'ai fait un peu des fois où je le faisais dans l'équipe. Et en fait, derrière, ça a démoralisé un peu les équipes aussi, tu vois. Ouais. Je te dirais, Bah, c'est un truc que tu peux avoir aussi dans un couple. Des fois, c'est pas toujours bon de tout dire à sa femme et à son mari.
Des fois, c'est bien d'avoir un psy où tu peux aller décharger et tu reviens parce que des fois, tu dis des choses que tu penses, genre juste pour réfléchir ou te vider et que tu penses pas forcément, mais la personne en face, bah, forcément, ça affecte, tu vois. Interprète, ouais, autrement, ouais. Ouais, bien sûr. OK. Du coup, ça s'est arrêté quand alors, Je crois que 2023? la décision, je la prends en septembre, octobre 2023. On a arrêté là, vraiment les derniers coachings, ça s'est arrêté en mars 2024. Oui, toi, tu avais continué du Bah ouais, parce que j'avais des contrats encore avec les clients, donc on avait arrêté. ouais, OK Mais et du ça coup aussi, alors tu vois, c'est vrai que, tu vois, genre, une erreur que vous pouvez faire, et en plus on le sait, je l'ai répété des milliards de fois, c'était baisser le prix ne fait pas avoir plus de clients, tu vois. Et à ce moment-là, parce qu'on avait des nouvelles équipes, genre on a embauché de nouveaux closers qui n'arrivaient pas à vendre, et au lieu de virer les closers, on a changé la stratégie marketing. Parce qu'à un moment donné, erreur et fatigue et pas envie de se battre dans l'équipe. Et des ouais, on a programmes voulu qu'on tenter un vendait. Ouais, mais c'est l'erreur en fait. On a divisé par 10 le prix du programme, mais on n'a jamais eu 100 fois plus de clients en fait. mmh, Au lieu de se poser les bonnes questions, on est parti sur, je te dis, la simplicité. Et je pense que la simplicité, genre même pas la simplicité, par le confort de pas se battre. Et on a gardé le cap. Nous, quand on a marché, c'est vraiment de garder ce cap-là, de dire on a augmenté tous les mois, même si ça va pas, les gens se plaignent, on augmente tous les mois. Et là, on a multiplié par 10. Du coup, on avait moins pas les clients qu'on voulait. Et on a amené un des trucs et que c'était pas forcément ce qu'on a à ce moment-là, c'est pas ce que j'avais envie. C'est pas pour ce pourquoi je m'étais battu depuis le départ. Perte, on revient dans le bruit de perte de chemin et d'orientation. Et après, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est là où on est dans le chaos, quoi. Et à ce moment-là, je devais prendre un coaching et je l'ai pas senti aussi. une fois quand tu es dans le le quotidien, comme tu dis, hein, tu étais, à chaque fois à droite, à gauche, c'est pas évident de prendre ce recul. Ouais, c'est ce que j'ai compris après, c'est qu'à ce moment-là, je pense que j'avais besoin d'une semaine de vacances, de tout couper. Genre, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait après, mais peut-être trop long. Mais voilà, de dire, on coupe tout, on va s'amuser. Parce qu'à ce moment-là, on s'amusait plus vraiment, en fait, aussi. Il y avait plus de côté fun, c'était boulot, boulot, problème, 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 problème. Autant perso que pro, j'avais plus d'amusement, en fait. Genre, j'étais gavé de tout, en fait. Et c'est ça qui amène un peu au burn-out, tu vois. C'est qu'en fait, à la fin, tu sais même plus pourquoi tu le fais, tu t'amuses plus. Qu'on s'amusait au début, ça devient compliqué. Que des problèmes, et je dis, vas-y, quitte à avoir des problèmes, autant avoir d'autres problèmes, et j'ai chargé mes problèmes, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Parcours de résilience, là, pendant, quasiment, Ça fait plus deux d'un ans. an, 1 an et demi, ouais. Oui, en octobre, tu as viré les équipes, mais tu avais gardé, on va dire, les coachings jusqu'à mars-avril. Ouais, derrière, putain, un long chemin de compliqué, où projet décalé, reporté, etc. Mais c'est là où je suis allé vraiment travailler des traumas très profonds. C'est là où je suis allé essayer des expériences d'ayahuasca, de sapo. Donc le sapo, c'est la base d'un crapaud mexicain où vous fumez et vous allez vous Et tu connecter délires, à je Dieu. crois. Ouais. C'est pas que tu délires, c'est que tu meurs en fait. Vraiment. C'est simple, c'est que tu fumes ça, bah ça t'endort et tu n'es plus là. En fait. Tu as l'impression que tu deviens une onde, une vibration. Tout dépend des niveaux que tu arrives à passer. Tu sais jamais si tu reviens en fait. Et du coup, ça te fait relativiser sur la vie. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que un mois après, tu as 60% d'anxiété en moins, 70% de stress en moins. Et en fait, juste, ça te remet sur un truc de la vie où tu te dis, en fait, la vie, elle est belle et les problèmes que tu as, c'est rien, en fait, tu vois. Ça te reconnecte à, t'es là pour quelque chose de beaucoup plus grand et, et qu'en fait, ouais, les problèmes que tu as, c'est à côté de ça, c'est mineur, en fait. Et derrière, je me suis rendu Mmh. compte que j'avais la peur de la mort, que j'avais plein de choses qui sont ressorties, que ça se travaille, que tu évacues. Ça m'a permis de me reconnecter à la terre. Ça m'a permis de vraiment aller explorer pas mal de choses. J'ai la chance, c'est que j'ai pu amener ma famille aussi le faire. Donc, ça a été ultra intéressant et bénéfique pour eux, avec des gros changements là-dessus. Ouais, d'aller explorer autre chose en fait. Et de reconnecter à des choses beaucoup plus simples que cette quête d'aller faire le million le plus rapidement possible. Où t'as juste besoin de rien et tu t'amuses, genre tu t'amuses et tu vas te soigner, et tu remets dans des choses beaucoup plus intéressantes, tu vois. Mais c'est ce que j'ai aimé dans les stages de dev perso,
que j'avais fait, c'est que tu te coupes du monde pendant un week-end. T'es coupé du monde, tu es dans une sacrée énergie et ça te fait trop du bien, en fait, ça te recharge. Et je pense que c'est des expériences, en fait, que j'aurais dû faire, déjà plus tôt. Cette expérience-là, je voulais la faire, mais quand j'ai eu 2 ans plus tôt, quand j'avais mes problèmes de santé, enfin, qu'on travaillait ensemble, mais j'ai eu trop peur. Mais en fait, derrière, tu relativises sur le monde, sur la vie, sur le pourquoi, bon, toutes les nuits, tous les soirs, on se fasse coucher, on ne sait jamais si on va se réveiller, tu vois. On est dans l'hyper-contrôle permanence de tout. Alors, en fait, l'humain contrôle rien, en fait. Ouais, Il suffit clairement. juste de voir une pluie, ça tue, je sais pas combien de personnes, un coup de vent, ça tue X personnes. On est vraiment des fourmis à l'échelle du machin et on se pense être le centre du monde, tu vois. Et c'est vraiment ces expériences-là qui ont changé ma vie. Après, j'ai pris aussi des champignons. Euh, voilà, j'ai fait tout ça et ça a vraiment changé ma vision du monde, mon bien-être. Là, depuis 7 mois, j'ai repris le sport aussi à fond et je vois à quel point, et d'ailleurs, quand on avait commencé, j'étais au CrossFit à fond, tu t'en souviens? Et je vois à quel point le sport et surtout lever de la fonte, le CrossFit pour moi, se dépasser tous les jours, change complètement mon état d'esprit, mes énergies, mes humeurs, tout ça, quoi. C'est juste abusé, tu vois. Parce que, C'est quoi les mais quoi? c'est quoi du coup les prochains objectifs là? T'as réussi Bah, à te stabiliser, on va dire côté, côté mental, côté, santé? santé, c'était mon objectif. Tout côté mental, santé, ça liait un peu, mais c'était surtout le côté mental. Bah, les objectifs, là, aujourd'hui, c'est toujours, je suis toujours sur mon projet, ça a pris plus de temps que prévu. Mais avec plus détaché en fait qu'avant. Parce qu'aujourd'hui et après mon no-go, c'est genre aujourd'hui, je vais 5 fois par semaine au CrossFit et je me donne à 200 sur mes séances. Tu vois, j'ai repris le CrossFit après avoir arrêté pendant 2 ans. J'ai fait une compétition ce week-end avec un ami, je fais 4e, tu vois? Je fais, 2e plus grosse barre au deadlift, je fais, 240 kilogrammes au deadlift, tu vois? Alors que mon ancien PR à l'époque, quand j'en faisais souvent, c'était, 180 kilogrammes. Tous mes anciens, genre personal record, donc tous mes anciens, je sais pas comment tu dis en français, Je meilleures sais pas. barres, je les ai Ouais. pulvérisés, tu et ça reste que dans ta tête, dans ton corps, dans ta fierté, dans ton changement de corps aussi, tu vois? Ça change tout, en fait. Et ça, vraiment, genre, on le dit et on le voit, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent sur les réseaux, sur YouTube, vont en sport, mais déjà, tu te sens mieux, en fait. Déjà, pour l'ego et pour le bien-être, depuis que j'ai repris, je pense que ça doit faire 2 mois que quasiment tous les jours, j'ai un compliment. Sur mon physique, sur mes barres, sur ma personne, tu vois? C'est ultra agréable. Mmh. Mais c'est, je te jure, genre de gens que je connais pas, qui dit: «Putain, tu beau, t'es musclé, super pour la performance que t'as fait», quand j'en partage un peu sur les réseaux, ou j'ai entendu dans la salle de sport parce que le bruit a couru que j'avais levé telle barre et cetera. Tu vois? Je veux dire, tout le monde t'encourage et c'est ce que j'adore de moi dans la boxe que je suis au CrossFit, c'est qu'on a une super communauté et on se tire vers le haut, on se dépasse et tu vois? Et tout le monde est là t'encourager tous les jours et je pense qu'on en a besoin, tu vois? Ce serait quoi pour toi du coup les peut-être les 3 conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui était peut-être comme toi à l'époque, avare, soif de faire de l'oseille rapidement? Avare Heu, dans quel sens? Ça peut être positif ou négatif, mais Bah, de ce que tu je as sais pas, c'est pour raconté ça au que je te de demande. C'est bah, quoi la dans soif de réussir, de faire de l'argent, rapidement, hem, pour éviter justement de refaire ce que tu as pu, faire. alors ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est une partie que je montrais, mais j'étais l'opposé aussi, tu vois? C'est un masque que j'avais, je voulais faire l'argent rapidement, mais au final, tout l'argent qu'on avait, on réinvestissait dans la boîte, tu vois? J'ai pas acheté de Rolex, j'ai pas de Patek, j'ai pas de Rolls-Royce. Hem, Par contre, on a, des souvenirs de fou où j'amenais les équipes à Las Vegas, où j'amenais toutes les équipes faire des tours sur circuit, goûter des sensations, genre des émotions et des sensations et de l'adrénaline pour que vous sentiez vivant et vous dépassiez, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt ça que genre, plutôt ça qui m'intéressait en fait, c'était faire de l'argent pour faire des expériences derrière, tu vois? Amener les équipes, Monaco, on a mis un budget de malade sur Monaco, qu'on n'avait pas et qu'on a réussi à trouver. Hem, C'était un peu ça, tu vois? C'était vraiment ça. Hem, je te dirais le meilleur moyen, c'est d'y aller, en fait. Je pense que, tu vois, je regardais encore, j'adore en ce moment, tous les soirs, je regarde La Villa des cœurs brisés, sur, la télé.
parce qu'il y a les coachings, j'aime bien regarder, analyser, comprendre la société. Et du coup, comme on est en troisième, on peut voir des choses qui est plus facile à observer. Euh, et en fait, dans la vie, tu regrettes jamais les choses. Et tu vois, c'est Jazz qui dit ça à Emin, à son pote, qui dit dans la vie, tu regrettes jamais les choses que tu as fait. Tu regrettes toujours les choses que tu voulais faire et que t'as pas fait, tu vois. Donc, je pense que l'erreur, beaucoup, c'est d'écouter les gens. T'as envie de faire quelque chose, tu te plantes, c'est pas grave. Mais vraiment, en fait, de pas l'avoir fait ou d'avoir écouté les autres plutôt que d'avoir écouté ton ressenti, c'est là où tu t'es dégoûté après et que ça rumine et que tu ressasses. C'est vraiment ça derrière, qui est compliqué, tu vois. Donc, premièrement, c'est foncer, déjà. Et viser, comme on s'est toujours dit, vers l'infini et l'au-delà, tu vois. Vraiment, en fait, je pense pas que et aujourd'hui, je suis persuadé que toujours que c'est pas dans la temporisation que tu vas avancer, que tu seras heureux dans ta vie, tu vois. Je te dis, j'ai repris le CrossFit, passé genre les poids, c'était très dur au début et aujourd'hui, j'ai fait plus 30%, 40% sur tous mes anciens records alors que je m'étais arrêté 2 ans, tu vois, en 6 mois, en 7 mois, tu vois. J'y vais toutes les séances, je me donne à fond, je me dépasse, je mets plus que ce que je devrais, un petit peu plus tous les jours fait que tu as des résultats énormes à la fin, tu vois. Et je le vois à la salle, il y a des gens qui viennent et qui font 80% de ce qu'ils devraient. Et moi, je fais 105% tous les jours. Et en fait, tu vois la différence au bout de 6 mois. Les résultats, ils sont, tu vois, il y a des gens qui ont un peu avancé, qui sont là pour le plaisir. Mais en fait, moi, je suis là, je suis là pour charbonner et voilà, tu vois. Ou Et rien, donc, on en revient à ce que tu disais tout non, à mais l'heure. c'est tout ou rien, mais au final, tu vois que la différence des résultats, la différence des vies, la différence des choses, et je le vois avec des personnes qui disent, ouais, mais moi, je veux pas lever lourd, je veux pas être musclé. En fait, genre, tu viens pour mettre ton corps dans la meilleure disposition possible, tu vois. Et in fine, oui, je le fais pas pour être musclé, mais je le fais pour aller voir les capacités de mon corps, ou lui ouvrir les champs des possibles de lever plus lourd, d'aller dans des positions plus souples, d'être plus ça, d'être plus hybride dans l'endurance, etc., qui me permet qu'après, dans mon quotidien, ça soit plus facile, tu vois. On revient à entraînement difficile, vie facile, ou entraînement facile, vie compliquée, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, tu l'appliques partout dans la vie, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là que je vois et que je réapprends à ça, tu vois. Tu kiffes ta vie aujourd'hui. Franchement, Plus simple et tu kiffes. ouais, franchement, ouais, de ouf. Je me reconnecte avec des gens, je passe du temps au sport. Ouais, je kiffe. Mais j'ai toujours kiffé. J'ai kiffé dans les problèmes, j'ai kiffé quand on faisait du chiffre, même si j'étais fatigué et un peu ingrat parce que j'ai eu tout ce que je voulais avoir, mais que j'étais fatigué. Mais c'est parce que j'avais plus ce sport-là, parce que j'avais des traumas que je suis allé régler. Dans ma famille aussi, il y a plein de choses qui se sont réglées, mis en place, etc. Tu vois. C'était mon côté impatience que j'avais à l'époque qu'aujourd'hui je pense que j'ai soigné un peu plus, tu vois? Et vraiment, hein, je pense que aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Alors, on va mettre un disclaimer que l'utilisation de l'ayahuasca en France, en Europe est interdite, donc il faut aller dans des pays spécialisés pour ça, où c'est toléré pour pas avoir de problème là-dedans. Le sapo aussi, des champignons aussi, il y a des cérémonies, tout ça. Aujourd'hui, il y a des reportages sur Netflix qui en parlent. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont réussi, qui en ont pris, parce que ça vous remet à aller travailler vos traumas de l'enfance, ça vous remet d'aller travailler des choses que vous n'avez pas voulu voir, et ça vous remet aussi à vous remettre la vie, quoi. Et oui, derrière, on peut avoir des complications, mais ça fait que accélérer les choses, en fait. La peur que j'avais, qu'on entend, c'est oui, tu peux finir en HP, tu peux ne pas revenir, tu peux rester bloqué. Oui, mais est-ce que aller en HP, déjà, ce que je me suis rendu compte, c'est, bah, déjà, c'est juste d'un hôpital. Quand on se casse le bras, on va à l'hôpital pour se soigner. L'hôpital psychiatrique, c'est juste qu'on a des problèmes au niveau du cerveau, de la psyché, etc. Ça va se soigner, en fait. On reste pas à vie là-dedans, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont fait genre des passages en hôpital psychiatrique pour couper le bruit, s'isoler, comprendre et le faire, en fait. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. Il y a pas de honte à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je te dirais, tu vois. C'est avec les réseaux sociaux, il y a trop de comparaisons. Il faut être riche avant d'être né. Déjà, dans le ventre de ta mère, tu aurais dû avoir 48 boutiques, faire 40 choses. Tu vois, si t'as 1 an, t'as pas la Rolls-Royce, la Rolex, le machin, t'es déjà nul. Je pense que, tu vois, alors qu'au final, non, remettez-vous sur vous, challengez-vous. Ça, je pense que c'est indéniable d'aller au-delà de dépasser ses peurs. Le sport, pour moi, aujourd'hui, je le vois, même toi, je repensais à ça. T'as ta salle de sport chez toi. Tu vas soit à la salle de sport, si t'as pas le temps, tu faisais chez toi et quand on travaillait ensemble,
bah, entre midi et 2, tu faisais toujours ta séance du sport qui Mmh. te permet de te canaliser, de te recentrer, d'évacuer, de travailler le corps, d'éliminer les toxines et juste, prendre du temps pour toi, en fait. Je Ouais. pense que c'est ça, tu vois? Je pense que pour moi, ce que ça m'a permis, c'est un reprendre le sport. Ça redonne confiance en soi, tu respires mieux. Je veux dire, aujourd'hui, on connaît, mais on va répéter, hein, mais se tenir droit, respirer mieux, éliminer les toxines, faire travailler, les organes, voir les problématiques. Bah, c'est la base de tout, en fait. Aujourd'hui, l'humain, à la base, avant d'avoir l'argent et tout ça, il a besoin d'être en bonne santé, en bonne condition pour aller vivre et d'être OK. capable, en fait. Je pense que pour moi, la priorité, elle est là, tu vois? Et je pensais pas, hein, vraiment, hein, genre j'ai repris le sport parce que j'aimais ça et que je retrouvais mes copains. Je pensais pas que 7 mois après, j'allais faire une compète et je pensais pas que j'allais arriver 4e. C'était pas mon genre, je voulais faire avec mes potes. Avec mon ami, en plus, c'était l'occasion qu'on le fasse. On se connaît depuis 34 ans, je le connais depuis que j'ai 2 ans. On s'est retrouvés dans la boxe de CrossFit et on l'a fait, on a kiffé et en plus, on a un bon résultat. Et tu vois, c'est retrouver ce côté un peu challengeant, mais dans le fun, pour les bonnes choses, en fait. Je pense que tout dans la vie, tu peux avoir soit le côté négatif ou le positif. C'est juste une question de miroir que tu mets, de lunettes que tu mets, tu vois. Il peut t'arriver quelque chose de dur. Soit tu le vois en disant, OK, c'est une opportunité ou soit il m'arrive encore quelque chose et c'est la fin du monde, etc. Ouais, bien sûr. Je pense, hein. OK. Ouais, bah, écoute, c'est ta perception du monde et tu là pour justement, la partager. Ouais, On arrive sur la fin du coup du podcast. Je vais te poser deux trois questions en vrac. L'idée, c'est qu'on puisse, te connaître un petit peu plus dans certains domaines bah si, et voilà, tu as juste à répondre, factuellement sans réfléchir. Alors si tu prends un petit déj, t'es plutôt salé ou sucré? sucré, majoritairement sucré. Ton film ou ta série préférée? En ce moment, je te dirais Matrix. Il est repassé à la télé, j'adore. OK, Toujours autant. Et après, je te dis, en ce moment, je regarde beaucoup la télé-réalité. ça marche. T'es plutôt mer ou montagne? Mer, j'habite au bord de l'eau, Ouais, toujours. tu les 2. Matin ou soir? Soir, indéniablement depuis toujours. Genre, il y a une énergie dans la nuit, le calme, une profondeur. J'ai aimé une phrase de Disney Snake qui dit: «J'aimerais un jour me coucher le jour J, je me couche toujours le lendemain» et même hier, je me suis couché de Mmh. même hier, je me suis couché aujourd'hui, tu vois? Et j'adore cette phrase-là parce que, ouais, tous les soirs, je me couche. Genre, je me force à minuit d'aller me coucher, quoi. Préfères lire ou écouter un podcast? Podcast. Thé ou café? Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Tu Plus team préfères canapé, travailler ouais, mais tu ta petite séance de sport. mais séance de sport, 1 heure tous les jours, du lundi au vendredi, c'est genre, c'est un genre, Préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? je te dirais silence. Tu plutôt organisé ou freestyle? Je laisse répondre. Ah freestyle, organisé. Organisé. Et la question qui tue et qui vaut rien, 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? C'est la bonne question. Sans justificatif. Ouais, hors d'impôt. Je te dirais 1 million cash now. OK, ça marche. Mais honnêtement, les 2 sont très bien, en fait. Chacun sa Ouais, son les 2 envie. sont très bien. Et je te dirais, les 2 sont très bien. Parce qu'avec 10 000 €, tu peux aussi structurer plus tranquillement, mais sûrement aussi, tu vois? Mmh mh. Tu peux, budgétiser tout et développer aussi par, tranche, honnêtement, franchement, c'est la question piège, en fait. Aujourd'hui, je te dirais, je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit pas de justification. Ouais, ouais, mais non, mais c'est intéressant, tu vois, comme question. Même pour tes auditeurs de se poser, tu sais pas. Parce que tu me files 10 000 € par mois sûr, genre je t'en fais aussi, et tu moins de stress. Que le million, tu peut-être plus de stress aussi, tu Mmh. as plus, OK. mais tu peux tout perdre. 10 000, tu as la sécurité et tu sais que aujourd'hui avec, voilà, tu vas avoir ta banque, tu vis sur 2 000, c'est déjà très bien et tu sécurises, tu as 8 000 d'investir tous les mois, tu fais, plus de millions. Il y a trop de facteurs qui peuvent jouer, tu vois? Où tu Mmh. vis, comment machin, et cetera. Ça marche. Est-ce que toi, tu auras un dernier message à faire passer avant que ça s'arrête? Ouais, j'avais une question, c'est toi, que j'avais envie de te poser. J'en profite de le poser là. Vu que tu bosses maintenant avec des gros infopreneurs et que tu es toujours dans le game, qu'est-ce que tu vois euh, aujourd'hui qui marche que tu pensais pas qui marcherait il y a 2 ans? Tu me poses une colle là. Qu'est-ce que je vois marcher? Ouais, tu sais, j'en peux. Qu'est-ce que tu as réalisé et tu vois que il y a 2 ans tu réalisais pas, que tu faisais pas et qu'aujourd'hui tu fais. Genre c'est pareil, c'est parce que dans ton mindset t'as changé, dans ta vision t'as changé, t'es plus la même personne. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ouais.
Bah, ce serait, ouais, plus sur la partie, personnelle qu'on va dire compétences, même si je trouve que pareil, je pense m'être amélioré dans certains endroits, mais, la posture vraiment de CMO, d'avoir Ouais, vraiment cette posture-là, de bras droit, d'avoir des idées, de pouvoir les implémenter et en fait, toutes les expériences passées m'ont montré que, le marketing évolue constamment, que ça reste toujours les mêmes stratégies, mais on va dire, communiquer différemment. Tu vois, les challenges, en fait, ça a toujours existé. Là, c'est la mode des challenges en ce moment. En fait, nous, on en a fait il y a 3 ou 4 ans, ça marchait très bien, mais il y a d'autres aussi stratégies qui marchent aussi. Faut juste trouver le bon angle, on va dire, pour que, ça marche, pour la personne. Mais, vraiment, je pense, moi, j'ai vu l'évolution sur un point personnel parce que j'avais déjà dit dans un podcast ou sur d'autres communications, c'est que moi, je pars aussi avec, pas mal de traumas, avec un une timidité, quasi maladive et je pense que, ouais, l'entrepreneuriat et toutes ces expériences m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. On n'est jamais ultra satisfait, mais si je dois faire un feedback et de voir les petites victoires, bah, tout ça, en fait, c'est des petites victoires. Parce que je sais que si ouais. j'étais resté, là où j'étais aujourd'hui, dans, le taf de salarié, dans mon espèce de prison dorée, je pense pas que j'aurais évolué aussi rapidement, en tout cas. Et quel est vraiment le déclic, tu vois? Genre, je te dirais parce que là, on reste dans le vague, mais quelle est la prise de conscience qui t'a fait, là, en 2 ans, depuis qu'on a arrêté de travailler ensemble? Parce que tu es passé sur des barres, tu as eu des remises en question et qui fait que tu es, l'homme que tu es aujourd'hui, à accompagner, les plus gros, avoir ton podcast de vin, tu vois? Quel a été ce déclic-là de te dire: «OK, OK, genre ça je le faisais pas avant et depuis que je l'ai fait, ça a changé», tu vois? Quelle est l'action précise ou les 3 actions précises que tu as mis que tu faisais pas avant et qui t'ont permis d'avoir des résultats? Ça va être un peu bullshit, mais c'est le fait de de prendre soi-même les décisions et de se faire confiance, tu vois? Je pense qu'il y a vraiment une notion de confiance. Ouais, et comment tu prends les décisions? J'agis. En fait, j'arrête de ruminer, 15 000 fois à savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Je pense à ce podcast, tu vois? Ça fait depuis le début, je me suis dit: «Il faut que j'interroge des personnes, il faut que j'apprenne à connaître les gens, à découvrir les histoires», mais je prenais jamais le temps. J'étais toujours dans l'opérationnel, l'opérationnel, l'opérationnel et juste, bah, de me dire, «Est-ce que ça fait partie d'un projet de cœur? Est-ce que ça fait partie de mes priorités à moi et pas aux autres? Oui, OK, bah, je le fais. Comment? On verra après». Alors qu'avant, j'étais toujours dans la planification et du coup, bah, je lançais pas et c'est un peu pareil dans les actions marketing, c'est que tu une idée en fait tu une idée en tête, tu une stratégie en tête, tu sais pas, en fait, à l'avance, si ça va marcher. Donc tu l'as fait, tu vois ce que ça donne et ensuite tu optimises et c'est un petit peu ce que je fais, du coup, à travers ce podcast. Donc c'est, savoir se faire confiance et ça en découle, du coup, derrière du passage à l'action. Ouais, et j'aime bien ce que tu as dit, c'est que tu le fais avec le cœur aussi. Ah, De c'est le te dire: «Bah, tiens, ça me fait plaisir, je le fais avec le cœur, j'ai envie, j'y vais», tu vois? ouais, Je pense que c'est surtout ça qui te permet de réussir et de continuer, tu vois? je reste toujours dans ma lignée de me dire, est-ce que ça touche, à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que moi je veux? OK, développer les boîtes des autres, c'est cool, mais est-ce que ça me plaît à le faire, tu vois? Avant, je me posais peut-être pas la question. J'y allais, comme ça parce que, il fallait que je Il faut fasse. Ouais, il faut et là, du coup, je me pose plus des questions, comme ça tu et envie même. C'est plus et par j'ai envie envie que par, et une j'écoute aussi de l'instinct, tu vois? Il y a un truc que je voulais pas, prendre en compte et au final, ça me parle beaucoup et je vois quand je prends des bonnes décisions, ça vient de l'instinct et quand je rumine trop, quand je remets en question finalement mon instinct, bah, généralement, ça se passe mal derrière, tu vois? ouais, je suis Mais 100 ça pourra faire, débattre et ça pourra faire l'objet d'un podcast complètement, exclusif là-dessus, mais voilà, c'est mais ça serait bien, hein. La dernière question avant d'arrêter, c'est, quelle est la l'erreur que tu vois chez tous tes clients, commune? Parce que c'est les clients qui ont réussi, tu vois ce que je veux dire? On est sur des clients qui génèrent, c'est quoi? Ils font quoi? Plus de 50? Plus de 100? ils sont à ouais, plus d'1 million par OK. an. Donc c'est quand même des gens qui, on pourrait dire sur les réseaux, ce qu'on appellerait réussir, qui ont compris déjà plein de choses. Mais toi, quand tu arrives de l'extérieur, c'est quoi l'erreur que tu vois, genre commune, quoi? Hem,
Et J'en qu'est-ce que vois tu vois de commun qui ont réussi aussi? Tu vois, on va faire le plus et le moins. dans ce que je vois, souvent, c'est des entrepreneurs qui veulent, tu vois, c'est des infopreneurs qui veulent sortir de leur boîte, alors que tout repose sur leur image à eux Ouais. et au final, ça se casse la gueule parce qu'eux, ils veulent passer à d'autres projets ou des choses comme ça. Mais quand tu enlèves la personne, qui a la posture qui fait vendre à 90 et que tu l'enlèves, bah, en fait, ça se casse la gueule derrière parce qu'il y a pas les process, ça en découle plein de choses, en fait, derrière. C'est quoi qui en découle du coup? Comme ça partage de la valeur sur ton audience, tu vois? Souvent, bah, ça va être, manque de process véritable, où tu penses avoir des process, mais en fait, ça marche pas. Moi, je pense à des gens qui font, par exemple, qui vendaient que par lancement ou que par des lives. Le jour où la personne a dit: «Bah, je veux plus faire de live parce que j'ai envie de me consacrer ce temps-là à d'autres projets». Tu essayes de vendre en evergreen ou d'une manière différente sans qu'il y ait la personne en live. Tu vois, en fait, j'ai pu voir des sacrées différences de vente, tu vois? Parce que les gens ont besoin de voir la personne, parce que les gens ont besoin de connecter avec la personne et en plus, si elle est forte, en com et pendant ses lives, bah, forcément ça draine les ventes et j'ai pu voir des grosses différences, sur ça et après il y a un deuxième point, c'est que la plupart des entrepreneurs, même s'ils ont fait du chiffre, ils gèrent pas vraiment leurs KPI ou en tout cas, ils analysent que ce qu'ils ont envie de voir, tu vois? Et bah, autant ça peut porter préjudice comme nous, on était trop sur des KPI mais ultra précis. Hem, je pense qu'il y en a, qui ont pas encore, les KPI de base, qui pensent en CA et pas en marge, en bénéfice, tu vois? En trésorerie, tu vois? Les gens qui se bouffent toute leur marge parce qu'ils font des investissements alors qu'en fait ils ont pas la trésor, et en fait derrière qui se mettent en difficulté. Ça, je le vois aussi. Ça, tu as pu expérimenter avec moi. Ouais, mais avec d'autres aussi, tu vois? Il suffit qu'il y ait un couac extérieur. Tu vois? Ceux qui sont CPF, par exemple, qui misaient tout sur le CPF, ils ont un problème parce que leur prestataire ou même leur propre compte, bah, Il se fait saute ou en péter, tout ouais. cas, il se fait péter, bah, derrière, en fait, c'est tout le business qui s'écroule. Parce que derrière, tu as pas sécurisé et ça, malheureusement, ça arrive. Ouais, ça arrive souvent, même, là, j'ai vu des gros infopreneurs. Tu as ton compte Facebook qui se fait bloquer, ton Stripe qui pète. Je veux dire, c'est vrai que ça reste on est sur j'ai l'impression que ça reste quand même plus fragile que les business physiques, tu vois? Et encore. Oui, parce qu'en fait, c'est l'infoprenariat, c'est vendu comme, facile et effectivement, avant, tu pouvais faire tellement d'argent, juste en postant une story ou en écrivant un mail et je pense qu'il y a aussi d'autres infopreneurs qui se sont crus encore en 2019, tu vois, avant la vague covid et qui pensent, qu'aujourd'hui, c'est la même chose alors que quand même le marché a évolué. Il y a une sophistication du marché et Ouais. tu es obligé d'adapter, en fait. Tu peux pas être têtu et faire les mêmes choses qu'il y a 5 ans alors que tu parles plus à la même personne. En tout cas, le niveau de conscience est différent. Ça va se retranscrire dans les résultats. Mais est-ce que c'est une vraie vérité ou c'est un biais de confirmation? Est-ce que sur le marché, il y en a encore qui vendent juste par message ou newsletter? Tu vois? Il y en a forcément qui doivent vendre. Ça existe, ouais. Ouais, voilà, tu vois? Mais à quel niveau, en fait? C'est toujours pareil, c'est Ouais, ouais, jusqu'où? Quel palier? Ça peut ouais. marcher au premier palier. Demain, tu veux passer les paliers d'après, il faudra potentiellement d'autres moyens. Et est-ce que tu arrives à voir quelle est la nouvelle vague qui arrive? Parce qu'on a eu la vague des VSL, on a eu la vague du 5 Day Challenge. En fait, moi, je le vois avec mes clients, factuellement, j'en ai qui vendent via de la VSL, j'en ai qui vendent via des webinaires, j'en ai qui se sont mis au challenge. En fait, tout fonctionne. C'est encore une fois, c'est mettre la bonne offre à la bonne personne au bon moment et pas forcément penser court terme, Ouais, mais sur du moyen long terme. C'est-à-dire quand tu fais de la pub, tu fais un live et que tu as closé 10 personnes sur 1000, qu'est-ce que tu fais des 990 autres personnes, tu vois? Il y en a, ils ont trop une vision court-termiste en disant: «Merde, j'ai dépensé 1000 balles, j'ai eu 1000 leads, mais j'ai vendu que à 10 personnes. C'est pas rentable». Mais va faire ce travail-là pour aller capturer tes 998 personnes. ouais, relance-les, refais un truc, refais un live, va comprendre, analyse et cetera. C'est ça. Et OK. souvent dans la pub, c'est ce que je vois, c'est: «Viens, fais-moi de la pub, des machins, je veux avoir tant de résultats». Et la pub, en fait, c'est pas magique non plus. Si ton offre, elle est bancale et tout ça, déjà, c'est compliqué. Mais c'est surtout que, pour moi, la pub, c'est un multiplicateur de ce qui marche. Si aujourd'hui,
Tu mets de la pub sur un truc qui est bancal, tu auras des résultats bancals. C'est pas la pub qui va te sauver. Mais ça va te montrer très rapidement où sont tes défauts, par contre. Ouais, Et ça, on a pu l'expérimenter aussi, tu vois, en ne s'adressant qu'à un trafic froid. ouais. Et encore, je pense que c'est la meilleure chose, tu vois. Pour ceux qui ont de la trésor, c'est toujours pareil. Ceux qui ont de la trésor à Ouais, dépenser qui veulent avoir des résultats rapides sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, oui, fais-le. mais tu vois, je pense que si je reviendrais sur l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir voulu dépenser. J'ai dépensé trop d'argent sur de l'organique, alors que la VSL, elle marchait trop, tu vois. Si j'avais mis le budget que j'ai mis sur l'organique, sur le personal brand, etc., finalement, tu vois, Jean et Jody ils sont plus sur le personal brand, ils sont sur la pub et la pub crée leur personal brand, tu vois. Mmh. Et je pense que tu vois, on vend beaucoup le personal brand. En fait, on revient sur qui tu es. Je pense que c'est une chose aussi qui est importante. Je pense que c'est de savoir aussi qui sont. La VSL correspond à un certain type de personnes, les Webby à un certain type de personnes, les VSL à un certain type de personnes. Et voilà, tu vois, c'est Clairement. trouver aussi Moi, la combinaison gagnante avec le personnage, tu vois. c'est ça, je conseille. Moi, par exemple, si j'étais infopreneur, je ferais très peu de webinaires parce que je sais que c'est pas ma qualité première de faire des lives et de passer derrière à la vente. C'est pas mon expertise. J'ai de quoi m'améliorer, mais disons que si je veux des résultats rapidement, c'est pas cette stratégie que je choisirais. Et c'est le fait des modes, tu vois, il y a eu la mode des webinaires, tout le monde se mettait à faire des webinaires. Au-delà d'avoir 10 personnes en live, en fait, si tu sais pas vendre en ligne, tu arriveras pas, en fait. Et les Ouais, challenges, mais c'est la même chose, mais en plus difficile parce que du coup, tu as de la rétention qui baisse chaque jour. Donc oui, tu vas créer de la confiance, c'est l'objectif des challenges. Mais est-ce que tu as un budget suffisamment élevé? Est-ce que tu as une communauté assez, engagée pour que ce nombre qui va réduire chaque jour, tu arrives à faire la vente, dans les 2 derniers jours, tu vois? ouais, c'est d'avoir le mental aussi. D'avoir le mental de te dire, OK, c'est pas grave si tu perds, ça fait partie du jeu, tu vois. Mmh. C'est vrai que nous, Ouais, ça ouais. nous minait, tu vois. Et c'est vrai que j'en parlais aussi avec un infopreneur. C'est vrai que moi, ce qui me motivait, c'est de faire 100 personnes en live, 150 personnes en live, 200 personnes. Mais quand tu fais 200 et tu passes à 50, c'est dur, en fait. Ça m'excite C'est moins, quoi. c Ouais, mais au final, on avait quand même des résultats. C'est là où Ouais, on est ouais, ouais. biaisé par le nombre, tu vois? Heu, plus tu dis qu'il y a du monde, plus tu vas vendre. Déjà, c'est pas forcément vrai, heu, mais c'est une espèce de ouais, de biais. Tu te dis: «Bah, plus tu auras de monde, plus déjà l'ego». Tu te Non, mais dis: c'est «Bah, l'ego, hein. Tu reviens sur l'ego, hein. Ça fait le plaisir de te dire, d'évoluer quand on évoluait tous les mois, de plus en plus d'inscrits, plus en plus de gens en live. C'est fun, en fait. oui, c'est sûr». Mais c'est comme tu dis, c'est l'erreur du mauvais KPI. Est-ce que tu préfères avoir plus de monde en live et moins vendre ou moins de monde et plus vendre? Tu vois, Bah, si on reprend notre exemple, on avait, en moyenne 100 personnes peut-être en live. On avait des très bons ROI, mais nous, on nous a mis, la puce à l'oreille sur notre coût par lead, qui était trop élevé. On a dit: «Ouais, on a des coûts par lead qui sont 2 fois plus chers que la moyenne, machin chouette». Sauf que quand tu comparais les business, tu avais des business qui avaient des coûts par lead à 2-5 € peut-être, mais avec des ROI à 2, alors que nous, on était à 10 avec des CPL à plus de 20 balles, tu vois? On s'est fait biaiser, je pense, par ça. ouais, ouais, c'est le manque Et du coup, tu mets d'expérience, en de place structure. tu mets en place des mauvaises actions à des endroits qui n'en valaient pas la peine. C'est ça. Et après, tu attires les mauvais clients. Pour être moins cher, tu attires les mauvais clients et c'est plus ta cible, c'est plus ton produit, c'est plus la même chose, quoi. Mmh. Et ça, tu le vois toujours, quoi. Chez les infopreneurs que tu le vois. Pour moi, certains infopreneurs sont même pas entrepreneurs. Ça, parce que pour moi, C'est-à-dire? entrepreneur, bah, il y a C'est il quoi pour toi entrepreneur? tu différentes compétences à avoir et pour moi, si tu sais pas gérer tes chiffres, au-delà de la partie, compétences, on va dire marketing de vente, on nous apprend pas forcément à gérer ses chiffres d'une boîte. Tu vois, quand tu as un business physique, tu as des charges, tu es obligé de connaître un minimum, la compta pour, vérifier que tout soit rentable. En Ouais. fait, dans le marché en ligne, après ça reste ma perception, mais tu peux faire de l'argent très rapidement sans avoir trop de coûts. Mais du coup, tu prends pas le temps d'apprendre la partie financière, éducation financière sur gérer une boîte et tout. Et donc tu te mets à cramer plein d'oseille, tu fais tout passer sur ton entreprise, voilà, tu vas te faire plaisir, pour acheter des formations que tu aurais peut-être pas achetées et du coup, bah, malheureusement, ça peut, miner un jour ou l'autre quand tu as le train de vie qui va plus, quand tu as pas fait le bon lancement parce que tu vises tout sur un lancement
et ça marche pas comme tu voulais, bah, derrière, en fait, ça peut niquer ta boîte et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui marchaient très bien en 2021, 2020-2021. En 2025, ils ont viré toutes leurs équipes et ils sont repartis à 1 ou 2. Ouais. Tu penses que c'est ça? Je sais pas si ça peut faire partie d'un des facteurs. Moi, je te dirais de ce que j'ai, mon retour et ma vision, c'est, je pense qu'on a des problèmes et qu'on pense que l'argent réglera et qu'en fait, qu'une fois que tu as l'argent, tu te rends compte que ça règle pas ton problème et tu te poses des vraies questions que tu vois ce que je veux dire? Et après, tu reviens sur les trucs où tu es plus centré et voilà, tu vois? Mais ça fait partie d'une boucle, en fait. Je pense que je sais pas si tu peux le faire autrement, tu vois? Je pense qu'il faut avoir ce mirage de te dire: «OK, si je fais comme ça sera mieux» et de pas arriver à mieux et de pas de vouloir je pense tu vois ce que je veux dire? Ouais et encore une fois, je pense qu'on est aussi biaisé sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à vouloir se caler. Je pense qu'il y en a plein qui ont pas forcément envie de se caler parce que ça demande tellement derrière d'efforts ou en tout cas d'action qui peut-être les personnes ne sont pas prêtes à un instant T et du coup font machine arrière, 6 mois après. Ouais, mais ouais, mais tu obligé de le faire pour savoir, en fait. Tu peux pas tu vois ce que je veux dire? Je reviens sur faites-le pour les auditeurs. Je pense que le meilleur moyen, c'est de tester, en fait. On revient, scaler votre boîte et voyez que vous êtes capable de monter à 100 000, 200 000. Après, posez-vous les bonnes questions quand vous l'avez fait, en fait. Ouais, Et au mais le final, but comme c'est tu as dit, toi, beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'au début, tu te retrouves à monter tes boîtes à millions et après, tu as envie de faire d'autres projets parce que tu te rends compte que, tu vois, tu as envie de te challenger plus, de te stimuler plus et voilà, tu vois. Et je pense que ceux qui réussissent, c'est leur capacité à rester dans un domaine, répéter les mêmes choses tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant des années en effet cumulé, tu vois. Et ça, c'est une compétence aussi à avoir, hein. et à créer un vrai actif. En fait, les boîtes infoprenariales et pour moi 95 ce sont pas des actifs. Demain tu Non, te ça l'est barres, la pas, boîte elle vaut rien. oui, mais ça crée un cash flow que du coup, c'est comme t'as pas un actif, ça Court crée un terme. cash qui Ouais, mais court est, terme. non, mais même long terme, parce que Tony Robbins, ça fait 40 ans qu'il le fait. Ouais, mais lui, pour moi, ça fait partie du 1. Je te parle sur le marché français, ouais, il y en a Mais très peu non, qui arrivent à ouais, mais je pense pas que ça soit, non, je pense que c'est juste la capacité, la résilience de la personne à faire tous les jours les mêmes choses mmh, pendant un temps. Quand ça fait 50 fois ou 60 fois ou 100 fois que tu fais le même séminaire au bout de 40 ans, OK, tu l'as amélioré, mais tu vois, faut avoir la force et le courage de te dire: «Ah, vas-y, je répète les mêmes choses», tu ouais, vois? mais Et te comme on dit en réinventer un peu, marketing, tu on change pas une stratégie qui gagne. Si ça marche depuis 40 ans, après c'est une question non, d'envie. non, mais voilà, c'est ce que je te dis, c'est une question d'envie et je pense que sur le marché francophone, il y en a plein qui perdent l'envie, tu vois? Qui atteignent leur goal et après tu te dis: «Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, encore et encore et encore et encore?» Bah, pas forcément, tu vois? Écoute, on Surtout fera qu'on un a beaucoup sujet de la nouvelle génération, tu vois? Mais ça, c'est pas mal, tu vois? C'est de se dire, c'est aussi ça de se lancer, c'est de faire la même chose tous les jours. Genre, je veux dire, c'est comme le sport, tu lèves la même charge tous les jours et tu respectes tes pourcentages et c'est comme ça que tu grandis et que tu grossis, quoi. clairement. Et le succès, il est là, hein, c'est dans cette capacité bête, simple, et rien d'extraordinaire qui est tous les jours, vous faites un peu plus que ce que vous avez fait ailleurs et vous répétez les mêmes choses. La publication, vous la faites, vous l'améliorez et vous répétez. Les coachings, c'est on répète la même chose, tu vois? Attention, chaque nouveau client, tu répètes la même chose et la même chose et la même chose. C'est clair. Bon, ce sera le mot de la fin. On fera un podcast exprès là-dessus pour débattre Vas-y. sur l'actualité, Bah, l'infoprenariale, ça la serait bien, prochaine ouais. fois. Ça serait intéressant. Si vous en Yes. voulez plus, mettez en commentaire. Merci en tout cas, d'avoir, partagé ton histoire. Hem, c'est bien de voir à chaque fois ce qui a été et on montre pas assez souvent, ce qui n'a pas fonctionné et donc tu as eu, le courage, de le partager donc bravo à toi et Bah, puis, merci. Après moi je te tu vois, pour finir, c'est pas ce qui n'a pas marché. Il y a une chose aussi que je me rends compte, c'est que, hem, c'est vraiment une partie long terme, en fait et les choix que j'ai pris il y a 10 ans, aujourd'hui payent mmh, et quand les gens qui vont écouter, si vous en êtes pas là où vous en voulez, sachez que c'est maintenant que vous plantez pour dans 1 mois, 2 mois. Tom, il a travaillé on a commencé ensemble, ça a payé, 1 gratuitement, an après. Ouais, on était en échange de comment tu dis? En échange de je te bon coachais, tu procédé, m'aidais. Ouais, voilà et après on est monté, mais on s'est connus avant, on a eu un bon contact, et le bon contact a amené 1 an après à ce qu'on travaille ensemble, qui a amené à 1 an après et Tom, cette décision-là, ce jour-là où il a fait plus que ce que la mission lui était donnée, a payé 4 ans après.
à être l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui, le podcasteur qu'il est aujourd'hui et être bras droit de beaucoup de gens qui sont leaders du marché, qui rêvaient d'être aussi. Et je trouve que c'est ça qui est un peu sous-estimé, c'est de se repencher peut-être aux actions que vous faites tous les jours et de vous dire, OK, commencez aujourd'hui à planter pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça arrive très vite, mais c'est aujourd'hui que vous commencez à planter pour le prochain, le futur. Super, Je on va pense que c'est plutôt clôturer ça. comme ça alors. Ouais. Merci à toi, Fabien. Merci à toi, Tommy. Allez, à plus. Vers l'infini, l'au-delà. Vers l'infini, au-delà. Ciao, ciao.